When I say stop, don't move. When I say get it, I want all of y'all to go boogie. Hold it now. Boogie woogie. Mes salutations à vous, un bon dîner. Le comité femmes de la Chambre de commerce de Saint-Hyacinthe est fier de vous accueillir ce midi pour un dîner-conférence qui saura vous plaire. Il y a de ça quelques jours, dimanche, c'était la journée de la femme. Nous allons le souligner avec pour vous le parcours de 7 femmes inspirantes qui sont ici à mes côtés et que je vais pouvoir vous présenter dans quelques minutes. Tout juste avant, j'aimerais souligner la présence avec nous aujourd'hui d'Olivia Goyette, qui est représentante de Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe et vice-présidente à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. On salue également nos conseillères municipales Annie Pelletier et Claire Gagné. Salutations aussi à Mme Jacqueline Rainville, présidente de la Chambre de commerce, ainsi que Mme Lucie Guillemette, directrice générale de la Chambre de commerce. La Chambre qui remercie ses partenaires et plus particulièrement ceux présents aujourd'hui, nos amis de Desjardins, nos amis de la ville de Saint-Hyacinthe, La Plante, Brodeur, Lucier, expert comptable. On salue les gens du groupe Mallette. Salutations à Mascatel Zone TV, à la SADC Saint-Hyacinthe Acton, agence de développement économique, à la Banque de développement du Canada, le Courrier de Saint-Hyacinthe et boum, évidemment, il y a des représentants de ma radio qui sont là. Mon nom est Jeff Paquet, animateur d'une émission qui s'appelle Le Réveil, présentée à tous les matins à Boom 180 Saint-Jean, Boom 106.5 Saint-Hyacinthe. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On remercie les membres du comité femmes de la Chambre de commerce d'avoir organisé ce rassemblement. Ces femmes inspirantes. On salue Laurie Brault de B Communication. Salutations à Maude Sylvestre de l'agence MA. Salutations à Sophie Tellier des productions 540 et une nouvelle venue dans le comité, Marie-Pierre Laliberté de la Banque de développement du Canada. Présentation maintenant de nos 7 panélistes. Elle est maman de 3 enfants dans la vie, native de Saint-Hyacinthe, propriétaire d'une boutique qui fait affaire chez nous depuis 50 ans, propriétaire de la boutique Cousin-Cousine, Stéphanie Blanchette. Elle est la présidente d'une entreprise familiale qui œuvre chez nous depuis au-delà de 20 ans, présidente du groupe Robin depuis 2 ans, Nelly Robin. Ergothérapeute, diplômée de l'Université de Montréal au début des années 2000, passionnée de chevaux. Elle a découvert l'hypothérapie. Elle a fondé sa propre clinique qui porte son nom, Clinique de réadaptation pour enfants. Caroline Mainville. Elle baigne dans le monde des traiteurs depuis une 20aine d'années. Elle est propriétaire de Colorado, chef traiteur depuis bientôt 10 ans. José Carrier. Elle œuvre dans le domaine de l'éducation. D'ailleurs, elle a déjà été directrice d'école. Elle est détentrice d'un baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire. Elle a aussi enseigné. Elle est maintenant directrice générale de la commission scolaire de Saint-Hyacinthe, Caroline Dupré. Elle est la fille de cultivateurs maraîchers et céréaliers. Elle a toute jeune été initiée à la vente. Elle est elle a été propriétaire d'un magasin à l'âge de 19 ans. C'est tout un cheminement. Elle est à la tête de Soli et compagnie. Louise Soli. Elle est détentrice d'un bac en communication obtenu à l'Université Laval, directrice générale du côté de Volkswagen Saint-Hyacinthe depuis 23 ans, sans interruption. Annie Fafard. Mesdames, évidemment, nous sommes curieux de connaître le cheminement qui vous a amené à être ce que vous êtes aujourd'hui, à occuper les fonctions que vous occupez en ce moment, les grandes lignes de votre parcours. Je vous invite à nous raconter ça. On va faire un tour de table et Stéphanie Blanchette va nous commencer ça. Oui. Bonjour à tous. Moi, je me présente Stéphanie Blanchette de la boutique Cousin-Cousine à Saint-Hyacinthe. C'est une boutique qui existe depuis plus de 50 ans. J'ai un parcours quand même assez différent. Moi, je travaillais en tant qu'étudiante à la boutique depuis l'âge de 16 ans. J'ai commencé en mai 2000.
J'avais jamais travaillé non plus dans ce domaine. J'ai beaucoup aimé les enfants, l'approche client. Environ 1 an et demi après que je travaillais à la boutique, je suis tombée enceinte à l'âge de 17 ans. Fait que c'est sûr que là, ça change beaucoup de projets. Je m'en allais en enseignement. Je voulais être une enseignante parce que je voulais travailler avec les enfants. On a décidé, moi et mon conjoint, de garder ce petit bébé-là qui ferait maintenant partie de notre vie. Après ça, mon conjoint, lui, a continué ses études en droit pour être notaire. Moi, j'ai eu un poste temps plein à la boutique. Je faisais de la comptabilité, je faisais les achats et ce que j'aimais le plus, c'était le service à la clientèle. Après ça, on a eu un deuxième enfant à 20 ans. On a décidé qu'on était rendu là. Fait qu'on a eu un deuxième petit bébé. La propriétaire de la boutique m'a téléphoné pendant mon congé de maternité pour me dire que la boutique était à vendre. C'est vraiment un institut cousin-cousine à Saint-Hyacinthe, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment une boutique qui existe. Il y a eu je suis la 3e propriétaire, fait que je voulais que ça reste vraiment comme que tout le monde la connaissait. Je voulais que ça reste les mêmes employés, le même genre de service à la clientèle. Fait que c'est sûr que à 21 ans, 2 enfants, un chum à l'école, pas vraiment un sou devant moi, je voyais vraiment le défi impossible. J'ai eu ma famille en arrière de moi qui m'ont dit « Écoute, Stéphanie, on sait comment tu es travaillante, on a confiance en toi. Je pense que fonce, puis ça va bien aller. » Fait que j'ai décidé d'acheter. Fait que j'ai acheté la boutique à 21 ans. Aujourd'hui, maintenant, j'ai 3 beaux garçons qui sont rendus grands. Parce que ça fait maintenant 14 ans que je suis propriétaire. Je vous dirais pas, c'est sûr que c'est pas tout le temps évident. Mais la seule chose que je peux vous conseiller, si en tant que femme, entrepreneur, et d'avoir le soutien de vos conjoints, vos familles, vos amis. Vous allez souvent en avoir de besoin. Puis aussi de toujours pas calculer vos heures, que ce soit pas un travail, puis que ça soit une passion. Merci. Stéphanie, elle a dit le mot passion. Je pense qu'il faut tous être passionnés pour être entrepreneur. Moi, j'ai appris jeune le sens du travail. À 14 ans, j'ai travaillé chez Valentine. Ça a été dans mes premiers emplois rémunérés. Parce qu'avant, je faisais le gazon chez mes parents, puis c'était pas payant. Mais après ça, je suis tombée dans les boutiques. Puis c'est là que j'ai appris énormément le service à la clientèle, la vente. Donc, ça m'a donné le goût de poursuivre. Puis je savais que je voulais travailler dans le monde des affaires. J'ai toujours aimé aller à l'école. Je suis curieuse. Donc, ce parcours-là, au niveau du secondaire, j'ai adoré. Au niveau du cégep, moins. Mais mon travail dans les boutiques me permettait d'aller chercher mon sentiment d'accomplissement. Puis par la suite, je suis partie à l'université que j'ai adoré. J'ai fait un bac en marketing et en TI. Puis j'ai toujours été très impliquée aussi avec les associations. Fait que j'ai toujours été entourée d'activités et de mouvements. Puis à la 3e année de mon bac, mon père m'avait demandé si l'entreprise familiale m'intéressait parce que nous, l'entreprise familiale a été longtemps dans le sous-sol de la maison. Donc, j'ai connu la clientèle venir acheter une maison, louer un logement, louer un local commercial, les sacrifices de mes parents, les 2 sonnettes à la maison, une pour en haut, une pour en bas, une pour le téléphone. Donc, j'avais navigué là-dedans sans jamais me poser la question si vraiment ça m'intéressait. Parce que je pense que j'avais le goût peut-être de faire mon propre chemin. 3e année du bac, Robert me pose la question, est-ce que tu voudrais venir travailler avec l'entreprise familiale et mon frère qui avait déjà débuté dans l'entreprise. Puis j'ai dit oui, mais pas tout de suite. J'étais pas prête. Donc, j'ai poursuivi mes études, j'ai fait une maîtrise, là, ça m'a tanné des études, donc là, j'étais prête. Je suis venue dans l'entreprise, puis ça a été la meilleure chose que j'ai fait. J'avais dit à mon père, je vais l'essayer 1 an, puis si j'aime pas ça, sans regret, je ferai autre chose. Mais c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. J'adore parce que je suis une généraliste. Je suis curieuse, donc j'aime tout ce que j'ai appris, la location commerciale, la location des appartements, les maisons, la construction, les hôtels, les résidences personnes âgées. Aujourd'hui, je suis passionnée à voir tout ça grandir. Puis c'est ce que j'aime, c'est que je suis une généraliste, puis je touche à plusieurs choses. Puis je pense que j'adore partager la passion
qui m'animent dans ce que je fais. Donc, aujourd'hui, l'entreprise a 40, je pense, 7 ans à peu près. Ça fait 17 ans que je suis à l'entreprise, puis je suis très heureuse de continuer à la pérennité de l'entreprise avec un devoir du travail accompli. Puis, tu sais, je l'expliquais jeune, le sens du travail, c'est important pour moi, puisque j'ai appris à travers mes études, puis à travers tous les emplois que j'ai faits, c'est la confiance que les gens t'accordent, c'est précieux. Puis quand que cette confiance-là, tu as su la divulguer, bien, les gens autour de toi savent que tu es une personne fiable, tu es une personne d'action, puis s'il y a une problématique, tu vas faire face aux défis et aux solutions. Donc, c'est ce qui m'a appris dans mon parcours. Par la suite, j'ai eu 2 enfants, qui ont aujourd'hui 7 et 9 ans. Puis, ça aussi, c'est un autre défi. D'être une maman en même temps, mais je pense que l'équilibre à travers tout ça est toujours important. Donc, c'est tout. Bien, bonjour. Comme on a dit tout à l'heure, je suis d'abord ergothérapeute spécialisée en pédiatrie et je suis la présidente, la fondatrice de la CRCM, qui est une clinique de réadaptation pour enfants qui compte maintenant une belle grande équipe multidisciplinaire de presque 40 personnes. 4 points de service, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Charles et Saint-Mathias-sur-Richelieu. Et ce qui nous distingue, on l'a dit tantôt un petit peu, je suis une passionnée de chevaux à la base et j'ai un peu jumelé mon travail et ma passion en développant une approche qui s'appelle l'hypothérapie, qui est l'utilisation du cheval pour des enfants qui présentent différents troubles neuromoteurs. J'ai été la première au Québec, en fait, à être formée à cette approche-là, puis la première aussi à pratiquer. Puis actuellement, on est le plus grand centre là, en Amérique du Nord, en fait, là, de ce qu'on peut comprendre à travers tout ce qui se passe un peu partout. Mon parcours, en fait, j'ai d'abord gradué de l'Université de Montréal en 2001, puis j'ai acheté mon cheval. J'ai commencé à travailler à l'hôpital Honoré-Mercier. Et en fait, il n'y a rien qui me destinait vraiment à avoir une entreprise ou à être entrepreneur, mais un jour, il y a un médecin qui m'a dit « Toi, tu es ergothérapeute, tu connais les chevaux. Est-ce que tu sais qu'il y a une approche qui s'appelle l'équitation thérapeutique? » Je dis « Ben non, pas du tout. » Elle m'a dit « Peux-tu venir voir ce qu'on fait? » Et donc, j'ai commencé à travailler un peu à Mirabel. Je voyageais jusqu'à Mirabel pour aller voir ce qui se faisait. Et graduellement, j'ai diminué mes heures à l'hôpital. J'ai augmenté mes heures à l'écurie. Et là, mes parents me disaient « Tu as fait des études universitaires, tu travailles dans une écurie. » Oui, en fait, il a fallu que je convainque beaucoup de personnes de tout ça. Et progressivement, mais cette passion-là qui m'animait, bien, en fait, qu'il y a des ergothérapeutes qui sont joints à moi. Donc, de une, on est tombé à 2, 3. Et je me suis dit, bien, à Saint-Hyacinthe, il n'y a pas de clinique de réadaptation pour les enfants, des cliniques traditionnelles. J'avais des gros enjeux de rentabilité. Donc, je me suis dit, bien, je vais ouvrir une clinique, puis je vais faire mon travail. Et ça va être plus rentable qu'avec un cheval. Donc, j'ai ouvert à Saint-Thomas-d'Aquin. Et en 2010, ben, ça allait tellement bien qu'on a ouvert la clinique dans le centre-ville de Saint-Hyacinthe. Là, ça n'a pas arrêté. En 2011, j'ai acheté chez moi une ferme, en fait, où on a créé un centre d'hypothérapie complètement adapté pour la clientèle. En 2009, je reviens dans le temps, mais parallèlement à tout ça, je me suis dit, il faut que je valide, en fait, ce que je fais, parce qu'on me disait, c'est un peu weird ce que tu fais. Et donc, en santé, pour valider les effets de ce qu'on fait, bien, ça prend des études universitaires. Donc, je suis retournée à l'université, j'ai commencé une maîtrise en travaillant en temps plein, en gérant mon entreprise. Et en 2014, en fait, j'ai publié mon mémoire de maîtrise et différents articles scientifiques. Et après ça, bien, ça a été encore très rapide. J'essaie de me souvenir des dates, mais bon, en 2015, on a ouvert une clinique à Saint-Jean-sur-Richelieu. En 2016, bien, j'ai eu la chance d'avoir Vanessa Gagnon, qui est ici avec nous, qui est mon associée maintenant, sans qui rien ne serait possible. En 2016, on a aussi ouvert un centre d'hypothérapie à Saint-Mathias-sur-Richelieu. Et depuis, là, on gère ça. Tout ça, c'est suffisant. La dernière chose, en fait, c'est que mon projet de mémoire de maîtrise, en fait, est devenu une des branches de la CRCM, qui est le modèle d'intervention REACH. En fait, c'est une approche qui est destinée aux professionnels de la santé pour utiliser le cheval, en fait, dans leur pratique. Et ça, bien, depuis 6 ans maintenant, je l'enseigne en France, ici au Québec, et donc un peu partout. On tente de développer d'autres pays aussi francophones. Donc voilà, fait, ce que je peux dire, c'est qu'il faut être passionné parce que sans passion, on ne peut pas aller au bout de nos rêves. Puis il faut surtout dire aussi aux gens, ben moi j'y crois, puis attends, je vais te montrer ce que ça va donner. Donc il faut demeurer passionné, convaincu. Bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais remercier le Comité Femmes de nous avoir invités aujourd'hui.
Je trouve ça vraiment intéressant de voir le panel. Plusieurs spécialités différentes, dont la mienne, qui est particulière. Je suis sûre que vous n'imaginez pas un traiteur qui ressemble à ça présentement. Un traiteur, les gens s'imaginent beaucoup une petite madame, les cheveux blancs, qui fait ça dans le sous-sol chez eux. Donc, j'essaie de briser tous les mythes et c'est ce que je fais depuis maintenant 20 ans. Je réussis bien avec Colorada Chef Traiteur, qui est maintenant mon traiteur depuis 10 ans. J'ai le goût de vous expliquer Colorada. J'ai plusieurs questions sur le mot Colorada. En fait, ça veut tout simplement dire couleur. Vous remarquerez que j'aime un peu la couleur. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé le traiteur Colorada Chef Traiteur. Je trouvais que ça me représentait bien. Et puis que Jojo Traiteur, c'était un peu boboche là, comme nom de traiteur. Je trouvais pas ça nice. Donc, vous allez vous rappeler Colorada Traiteur. Vous avez juste à penser à mes cheveux, puis vous allez toujours vous en rappeler. Bref, c'est une belle expérience qui a débuté il y a maintenant 10 ans. En fait, on fête nos 10 ans cette année, le 16 avril. Dans mon métier, c'est vraiment assez inusité. Vous savez tous que la durée de vie de la restauration ou du traiteur est quand même assez limitée et est très difficile. Je crois que ça passe par une bonne gestion et par le mot-clé aujourd'hui, la passion. Donc, il faut savoir mettre de la passion à tous les jours dans notre quotidien, mais de la passion dans notre assiette aussi, de la passion dans nos événements, de la passion dans notre quotidien. Et avec Colorada, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai un parcours un peu bizarre aussi. En fait, j'ai un bac en droit, donc aucun lien. Même principe, ma mère aime bien me dire c'est plus payant le droit, mais c'est comme ça. La passion a pris le contrôle de ma vie et maintenant, j'aime mieux faire ça. Donc, j'ai commencé à gérer des événements très jeunes. J'ai beaucoup aimé le contact avec le client, aller vraiment comprendre le besoin de chaque personne et le transformer en bouffe, le transformer en une émotion. La nourriture, c'est de l'émotion. S'il n'y a pas d'émotion dans votre assiette, ça devient un peu fade. On peut tous manger un pâté chinois le lundi, il va être fade, mais si on rajoute de la sauce, il va être bien meilleur. Donc, il faut ajouter de la passion à notre métier et il faut y mettre les efforts. Il n'y a pas de secret. Donc, je crois que de travailler dans ce genre de métier-là nous donne une force exceptionnelle. Des fois, on a l'impression qu'on ne comprend pas comment on fait pour se lever le matin puis de rester en événement jusqu'à 11h, minuit le soir, mais c'est la passion, c'est la folie et c'est la lumière qu'on voit briller dans les yeux des clients. Quand ce soit un mariage, que ce soit un événement corpo où le but est atteint, je crois que le succès de l'entreprise vient de là, vient de la clientèle et vient de la passion qu'on y met pour créer tous ces beaux événements-là. Merci. Alors, bonjour. Je vais faire du pouce sur ce que Josée dit. Elle parle de passion. Moi, j'ai l'impression que ce qui m'a amenée à la direction générale de la commission scolaire, c'est justement cette passion de l'éducation, cette passion de voir des enfants évoluer, grandir, apprendre et devenir des adultes accomplis que vous êtes. J'estime que mon travail, c'est un privilège. J'ai assurément eu la chance de m'occuper, pas toujours directement, parfois indirectement, parfois directement avec certaines qui sont ici, mais des fois aussi indirectement, de m'occuper soit de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos neveux, nièces, connaissances. Donc, c'est vraiment un privilège de travailler en éducation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes. Donc, mais en même temps, c'est une grande responsabilité. Et je pense que cette responsabilité-là, elle m'a habité dès mon tout jeune âge. Je n'oublierai jamais, je vais vous raconter une anecdote. J'étais à l'école primaire en 2e année et il y a une élève dans la classe, ses parents se sont divorcés. Il n'y a pas un élève dans la classe qui connaissait le mot divorce. C'était très rare à l'époque. Moi, ça m'a profondément touchée. Je me suis fait un devoir d'essayer de comprendre ce qu'elle pouvait vivre, de voir comment je pouvais l'aider, comment je pouvais lui changer les idées. Donc déjà, je voyais que tout ce qui pouvait m'aider, m'amener dans ma carrière à aider les autres puis à faire évoluer les autres, c'était vraiment une passion.
Et je m'estime chanceuse parce que cette passion-là, je peux la réaliser avec une équipe extraordinaire. La commission scolaire, c'est une grande famille, c'est 3500 employés. Mais évidemment, vous réalisez bien que c'est parce que j'ai la chance d'avoir à côté de moi des acolytes extraordinaires qu'on peut arriver à faire rouler cette grosse machine. On s'occupe tous les jours de 17 000 élèves, jeunes et adultes, et on tente de donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'ils puissent devenir eux-mêmes de meilleurs citoyens. Et en fait, je suis fière de voir la progression que la commission scolaire a pu vivre aussi au fil des dernières années. Vous le constatez aussi de votre côté, donc amélioration du taux de décrochage. Il y a quelques années, on a fait un constat malheureux qu'on avait 43 % de nos élèves qui décrochaient, dont 50 % des garçons. Puis les données les plus récentes qu'on a reçues à l'automne, on est à 17,2 % d'élèves qui décrochent. On a encore du chemin à faire, mais quand même. Et 20 % des garçons, ça reste encore préoccupant. 20 % des garçons, c'est quand même un garçon sur 5, mais on est quand même passé d'un garçon sur 2 à un garçon sur 5. Alors ça reste un défi de tous les jours. Je vous dirais que c'est le plus grand défi qui m'anime comme directrice générale. C'est avec toutes les distractions autour, avec toutes les décisions qui nous incombent, entre autres au niveau légal. Hein. Il y a plein d'encadrements légaux qu'on doit mettre en œuvre à la commission scolaire. Bien, c'est toujours de garder le focus sur la réussite des élèves et de toujours faire en sorte que tous les choix qu'on va faire, toutes les actions qu'on va poser, toutes les décisions qu'on va prendre, elles se feront toujours dans le meilleur intérêt de l'élève. Donc, voilà, c'est un peu mon parcours. Alors, bonjour, Louise Sauly. J'ai un parcours un peu atypique, fait que je vais y aller avec ce que je suis. Moi, je suis née aux États-Unis et j'ai été importée ici par des Mascoutins, mes parents. Et comme je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants, ben j'ai eu la délégation, tu sais. On m'a délégué facilement des tâches administratives, etc. Et donc, j'ai beaucoup travaillé de très près avec mon père. On avait des fraises, entre autres. Là, je vous fais un petit aparté, là, mais 50 000 plants de fraises, ça donne à peu près 2000 gallons de fraises par jour. Et donc, il fallait engager des gens là, pour les cueillir, ces fraises-là. Ça, c'était mon travail, mais j'avais 13 ans. Et c'était aussi mon travail de les payer. J'avais encore 13 ans. C'était comme bon. Bref, fait que, à l'âge de 14 ans, mon père, qui n'aimait pas du tout la partie administrative de tout ce qu'il avait généré, ben a dit, Louise, tu sais, il faut que j'aille suivre des cours à l'UPA pendant l'hiver. Fait que j'aimerais que tu viennes avec moi pour suivre ces cours-là. Puis dans le temps, on faisait ça à la main, hein, la comptabilité. Fait que c'était un cours de comptabilité agricole et j'avais été avec lui suivre le cours de comptabilité. Bon, je ne sais pas s'il y a eu une belle note parce que je n'ai pas passé l'examen, mais bref, après ça, il m'a délégué cette tâche-là. Fait que de tâche en tâche, finalement, à l'âge de 18 ans, moi, je suis partie de la maison, je me suis mariée et j'ai acheté ma première maison à 17 ans. Donc, après ça, on s'est installé et à 19 ans, le magasin où je travaillais était à vendre. Fait que j'ai fait comme toi, Stéphanie, je l'ai acheté. Bon. Fait que, dans le fond, j'ai été à ce commerce-là pendant 4 ans. Est arrivée la récession en 1982, qui a été plutôt virulente là, pour ceux qui étaient en affaires à cette époque-là. Ça a été une époque très, très difficile. Alors, j'ai fermé les portes de tout ceci à contre-gré. Bref, un jour, je suis tombée malade. Bon, puis là, j'ai été opérée à cœur ouvert à l'âge de 41 ans. Et un dimanche matin, fait que c'était comme très urgent quand ils m'ont opérée. Et ça m'a pris 1 an et demi à me sortir de toute cette situation-là. Et c'est après ça que j'ai fait une prise de conscience puis que je me suis dit, je ne peux pas juste courir toute ma vie. Je ne peux pas juste éponger des affaires, surveiller des cas d'urgence, régler des problèmes, être là pour tout le monde. Moi, je dois aussi prendre une place dans ma vie. Fait que donc, j'ai vu dans l'Inter qui est arrivé, l'Inter qui est le journal, donc, je vous fais un petit... C'est écrit « Devenez courtier immobilier ». Ah, j'ai fait « Tiens, c'est ça que je vais faire ». Et c'est ça que j'ai fait. Je ne l'ai pas dit à personne. Je l'ai dit à personne. Je ne voulais pas que personne me décourage. Fait que je me suis en allée au cégep, puis j'ai passé l'entrevue.
Puis, ça c'était drôle, le monsieur Stéphane Pincens, qui s'appelait, il me dit « Pourquoi vous voulez devenir courtier immobilier? » Et moi, de lui répondre tout à fait naturellement, là, parce que vous voyez que j'ai un vocabulaire simple, hein. Il me dit « Pourquoi vous voulez devenir courtier immobilier? » Je dis « Écoutez, moi, j'ai vendu de tout dans ma vie. Il y a 2 choses que je n'ai pas vendues à date. Mon corps, je l'ai donné à la science, puis des maisons. » Bon, fait que, il dit « Ah, d'accord, pour vrai. » Bon, j'ai suivi mon cours, je l'ai réussi, et depuis ce temps-là, je suis courtier immobilier. Je peux vous dire qu'après 15 ans, je suis dans ma 16e année cette année, je suis toujours aussi passionnée qu'au jour 1. Ça n'a pas arrêté, c'est en croissance constante, et ce n'est pas une option. Quand je me lève le matin, je n'ai jamais le sentiment que je vais travailler. Tu sais, les gens, quand ils me parlent, une cliente qui me parlait juste avant que je m'en vienne, tantôt, elle dit, tu sais, Louise, tu es beaucoup occupée, fait que moi, je vais passer plutôt à ton bureau, aller signer les papiers, parce que vraiment, je ne veux pas que tu te déranges pour ça, puis que tu sois privé d'aller rencontrer d'autres clients parce que tu as aidé me faire signer des papiers, etc. Fait que je pense que ça transpire à quelque part, puis ça fait ça. Ma plus grande récompense, je dirais, par rapport à ça, d'être aussi passionnée, c'est de voir le retour, parce que les clients, année après année, quand ils ont besoin d'un service, bien, ils me rappellent tout le temps. Fait que ça, c'est vraiment wow pour moi. Et dans la dernière année, ma fille est venue me rejoindre. Donc, ma fille travaille maintenant avec moi. C'est ma précieuse collaboratrice. Alors, moi, je m'occupe principalement des vendeurs maintenant. Et Rosemary, qui devait être ici ce midi, mais malheureusement, est à l'urgence avec ses enfants. Ça fait partie de la vie. Là, bien, Rosemary, elle s'occupe des acheteurs. Fait que on fait un team too much. C'est mon plus beau cadeau. Merci. Bonjour. Donc, moi, je n'étais pas destinée à Volkswagen du tout, bien que j'ai baigné là-dedans. On dirait que même la rumeur dit que j'ai peut-être été conçue derrière une banquette d'un Volkswagen, mais bon. Mon père a toujours travaillé pour la marque jusqu'à temps qu'il ait sa propre concession en 1975. C'est amusant, Nelly, de t'entendre parce qu'on a un parcours un peu similaire. Moi, je voulais aller en publicité marketing. J'ai fait ma technique en option marketing. Après ça, je suis allée à l'Université Laval en publicité. Et puis, j'avais aucun intérêt pour l'entreprise familiale. Jusqu'au jour, bien que mon père, je pense qu'il essayait de me titiller pendant que j'étais à l'université, il m'a laissé tout le volet marketing, publicité de la concession. Il dit, tiens, t'étudies là-dedans, mais occupe-toi-en. Alors, à distance, je m'occupais de ça. Et à ma dernière session, ma sœur m'appelle parce que ma sœur était déjà dans l'entreprise. Elle me dit, Annie, écoute, ça serait le fun que tu viennes travailler avec nous. Papa veut commencer à prendre ce cool un peu semi-retraite. Et là, il pense à engager un DG, peut-être vendre des parts de l'entreprise. Puis elle a dit, écoute, ça a un non-sens qu'on donne ça à un étranger. Ça fait une 20aine d'années qu'il y a ça. Il faut que ça reste dans la famille. Il faut que tu viennes nous rejoindre. Et à ce moment-là, non, j'ai pas le goût. Qu'est-ce que je fasse là? Je me voyais pas là. Et puis finalement, après plusieurs rencontres avec mon père, ma sœur, ils ont réussi à me convaincre de venir faire un saut à Saint-Hyacinthe. A priori, mon père m'avait donné... on s'était donné un temps. Quand tu parlais que tu avais un temps, c'était un peu dans les deux côtés, parce que moi, je ne savais pas trop si j'allais vraiment aimer ça. Bon, premièrement, travailler avec la famille, jamais rien de facile. Et puis, je ne savais pas si j'aimerais l'automobile en soi. Alors, on s'est dit, on va se donner 2 ans. Et vous savez, l'automobile, une concession automobile, c'est comme 4 entreprises dans une. Hein? Il y a un département de véhicules neufs, d'occasion, de pièces, de services. Donc, c'est 4 business à gérer à l'intérieur d'une seule. Donc, mon père a dit, écoute, viens-t'en, mais sur 2 ans, tu vas passer au travers de tous les départements pour bien connaître l'entreprise. Puis après ça, on verra, mais on te voit directrice des ventes éventuellement. OK. J'ai dit, parfait, mais moi, au bout de 2 ans, si finalement, j'aime pas la job, je veux partir, puis je veux pas qu'il y ait de problèmes familiaux. Puis inversement, si toi, tu vois que je fais pas la job, ben, je veux pas que tu me gardes par pitié parce que je suis ta fille. Je veux que tu me dises, bye-bye, va faire d'autres choses, retourne en marketing. Donc, finalement, le temps s'est écoulé. On s'est jamais arrêté au bout de 2 ans. Les années ont filé. Je suis devenue directrice des ventes. Sans nécessairement être facile, parce qu'imaginez, je suis la fille je suis une fille, je suis dans l'automobile, puis j'ai rentré à 23 ans, mais je suis devenue directrice peut-être à l'âge de 27 ans.
Diriger une équipe de gars, essentiellement, qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience dans la vente et qui sont 10, 15, 20 ans de plus âgés que moi. C'était un certain défi, mais je me le suis donné et je pense que ça a bien fonctionné puisque j'ai eu la piqûre et éventuellement, je suis devenue directrice générale pour, finalement, en 2014, mes sœurs et moi, on a racheté notre père, on a dit « c'est assez ». Il faut que tu ailles prendre ta vraie retraite. Va-t'en, qu'on prenne la place. Parce que, bon, les dernières années, avant qu'on achète, ça faisait peut-être un bon 8 ans qui n'était plus vraiment à la concession, que c'était plus mes sœurs et moi qu'on gérait ça. Et puis, ben voilà, maintenant, c'est des défis constants. On a parlé juste avant de rentrer avec Nelly. Nous, on vit le changement électrique. Donc, il y a toujours quelque chose de nouveau dans l'automobile. Il y a des choses pas le fun qui arrivent. Vous connaissez l'avènement du diesel, donc ça nous tombe dessus, puis c'est pas prévu. Faut gérer ça. On n'est pas nécessairement outillé pour gérer ça. Et voilà, on prend l'expérience là-dedans. Mais là, maintenant, il y a du futur qui s'en vient. Vers où ça va s'en aller exactement, on ne sait pas trop. Mais c'est ça qui est le fun. C'est ça qui nous tient en vie, qui est un défi. Puis c'est toujours... ça bouge tout le temps, les journées ne sont jamais identiques et c'est vraiment plaisant. Alors voilà, c'est un peu mon parcours. Merci, mesdames. Si vous voulez participer à ce dîner-conférence, poser des questions, c'est possible de le faire. Vous le voyez avec les panneaux qui sont ici à nos côtés. Il y a un site web, menti.com. Vous utilisez le code qui est là et vous pouvez formuler votre question. Ça se pourrait que je pige dans la salle pour poser quelques-unes des questions. Sinon, j'en ai préparé quand même quelques-unes. On va laisser les micros se promener. Encore un tour de scène. Curieux de savoir si vous avez un mentor, un modèle ou même une idole et en quoi cette personne-là est importante pour vous et vous inspire. Commencer par Annie, qui a déjà un micro en main, je pense. Oui, j'ai déjà mon micro. Bien, évidemment, c'est mon père. Veut pas, il m'a tout donné en fait de connaissances puis de bagages pour me rendre où ce que je suis aujourd'hui. Oui, j'avais des études, mais je connaissais pas le milieu automobile. Fait que c'est vraiment lui qui m'a tout donné. Puis ce que je peux retenir de lui, c'est que, bon, je regarde mon père, son parcours, tu sais, il était technicien dans un garage Volkswagen, évidemment. Puis il s'en est amené jusqu'à acheter une concession, mais c'est toujours entouré de gens qui étaient top aux endroits où lui, il était moins. Donc, moi, je pense que c'était un peu ça que j'ai gardé de lui comme mentorat, c'est s'il y a quelque chose que tu n'es pas à l'aise, bien, va te chercher une expertise avec toi pour t'épauler, qui est plus fort que toi, ou prends exemple de quelqu'un qui est plus fort que toi pour grandir, tu sais, pour que ça fonctionne bien. Fait que c'est un peu ça. Ben, j'ai pas de mentor... outre le fait que j'ai travaillé très, très fort dans ma vie, outre le fait que mon père il nous a inculqué des valeurs très pointues et le sens du devoir, outre le fait que ma mère, c'était une perfectionniste et puis que les choses, tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Alors, je suis capable de le dire sans bégayer, ça veut dire que je l'ai beaucoup entendu. Dans le fond, c'est ça. Aujourd'hui, je suis coachée par quelqu'un pour être capable d'arrimer ma vie professionnelle avec avoir une qualité de vie personnelle. Fait que j'ai choisi d'avoir un coach pour m'aider dans cette étape-là de ma vie parce que j'anticipe un jour avoir une retraite, pas avant 10 ans, mais disons qu'il faut le préparer de longue haleine. Quand on a autant travaillé, c'est juste, ça fait 2 semaines que je ne travaille pas le dimanche, dans les 46 dernières années. Fait que c'est... Donc, pour moi, juste ça, ça prend quelqu'un qui me tienne la colonne et la main très solide pour pas que j'aie le sentiment de glisser dans quelque chose qui est beaucoup plus simple puis qui est plus sécurisant pour moi qu'en travaillant le dimanche. Je l'ai toujours fait toute ma vie. Ça, c'est mes chaussettes d'habitude. Mais d'embarquer dans d'autres chaussettes maintenant que j'ai choisies pour des raisons que je veux faire autre chose maintenant. J'ai quelqu'un qui peut m'épauler dans mon travail, puis je me sens en sécurité avec cette personne-là. Bien, ça, maintenant, je me suis payé cette gâterie-là. Oui. Moi, quand je suis devenue directrice d'école, j'avais un mentor à ce moment-là qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a beaucoup aidée aussi à apprendre le travail puis à
à faire ma place dans cette nouvelle profession-là qui s'offrait à moi. Quand je suis devenue directrice générale aussi, je me suis fait accompagner d'un mentor. Maintenant, après 7 ans, je vous dirais que moins, mais en même temps, le réseau des commissions scolaires, c'est un réseau qui est tissé très serré. Il y a 72 commissions scolaires au Québec, c'est quand même pas beaucoup. Alors, on se connaît pas mal tous, les directions générales adjointes, même s'il y a quand même un roulement aussi. Donc, c'est un réseau d'entraide très, très fort et de collaboration très forte aussi. Donc, on se voit assez régulièrement, puis on s'échange des questions, des façons de faire, on se partage des outils. Ça, c'est précieux, je vous dirais. Puis les gens qui arrivent, qui se joignent l'équipe des directions générales au Québec, rapidement, c'est les premières choses qu'ils vont dire à quel point c'est un réseau qui est serré, puis à quel point les gens sont ouverts et engagés à aider les gens qui arrivent. Mais néanmoins, je vais vous dire que j'ai quand même une personne qui m'a inspirée dans ma vie. C'est mon enseignante de 3e année. J'oublierai jamais son nom. J'en ai pas souvent parlé non plus. Elle s'appelait Pierrette Lavoie. Je ne sais même pas si elle vit encore. Elle m'enseignait à l'école Bois-Joli. Moi, en 3e année, j'ai dû déménager. J'habitais à Audubon Park. On est déménagé à Saint-Hyacinthe. J'avais 8 ans. Et je suis arrivée au mois de mars. Donc, il y avait une bonne partie de l'année de fait dans une équipe qui était une classe qui se connaissait très bien. Et à quel point cette femme-là a eu le souci de faire en sorte que je puisse bien m'intégrer, à quel point elle a été soucieuse, même sur la cour d'école, de s'assurer que j'ai ma place au sein des équipes de ballons chasseurs et de ballons chinois. À quel point aussi elle s'est investie auprès de moi pour me donner du temps après l'école. Cette femme-là, régulièrement, me gardait pour m'assurer que je sois au même niveau que les autres dans les apprentissages. J'avais un peu de retard en français. J'avais un peu plus d'avance en mathématiques. Et puis, je vais vous raconter rapidement une anecdote. La directrice de l'école à l'époque, qui était Mme Leduc, faisait tous les vendredis la dictée de la direction. Et elle corrigeait nos cahiers. Moi, mon cahier, c'était un cahier Canada. Les autres avaient des petits cahiers, là. Alors, après ça, elle revenait porter les cahiers dans la classe. Et mon cahier était toujours le dernier. C'était facile à voir. C'était le plus grand, de toute façon. On était au mois de mars, mais plus les semaines avançaient, plus mon cahier a changé de place dans la pile. Et en 4e année, je n'ai jamais fait une faute dans mes dictées. Alors, Pierrette m'a donné cette passion de l'enseignement, de l'éducation, de l'apprentissage et aussi de la langue française. Donc, je lui en serai toujours redevable. En fait, j'ai pas vraiment d'idoles ou de mentors qui m'ont guidée dans ce chemin-là. En fait, je comprends même pas pourquoi j'ai décidé un jour d'être traiteur. C'est la passion de la nourriture qui m'a amenée à ce métier-là parce que j'aimais ça puis j'avais envie que ça soit différent. Donc, je vous dirais que tout ce qui est cuisine m'inspire, que ce soit les revues, que ce soit les émissions de télé, les grands chefs. J'ai eu la chance, quand j'ai fait un séjour à Montréal pendant quelques années, de travailler avec plusieurs grands chefs. Donc, cette création-là m'est venue beaucoup d'eux, mais beaucoup de la simplicité, la fraîcheur des ingrédients. On ouvre le frigo, puis tout est beau, donc on a le goût de le travailler. Moi, l'inspiration me vient plus de cette façon-là. J'ai toujours été très intuitive et jusqu'à date, ça m'a vraiment aidée. Mais je dois dire que j'ai une tante qui a maintenant, elle n'aimerait pas ça que je le dise, mais mettons 75 ans, et qui a été une précurseur, pour ceux qui la connaissent, Francine Piché, qui a été en affaires très jeune et qui a toujours été mon modèle familial. Je la regardais, elle était belle, elle était grande, toujours super bien habillée, puis elle était dans un milieu de mode assez difficile, je vous dirais. Puis elle a réussi à me donner cette passion-là. J'avais 13-14 ans, puis je la regardais, puis je me disais, moi, je vais être en affaires aussi. Ça m'a vraiment beaucoup inspirée dans ma vie d'avoir cette femme-là près de moi. Donc, l'image féminine était très forte de ce côté-là. Et je vais un peu dans le même sens que Louise. Présentement, après 20 ans de métier, mais 10 à mon compte, toute seule comme une grande fille, j'ai besoin d'un mentor. Donc, la Chambre de commerce m'a aidée dans cette démarche-là que j'ai beaucoup appréciée. Et maintenant, je travaille avec un mentor pour prendre ma compagnie qui est ici et la monter encore plus loin. J'ai besoin maintenant d'aller chercher cette expertise-là que je n'avais pas besoin il y a 10 ans.
Et je crois que de s'entourer des bonnes personnes, puis d'aller chercher les outils, c'est toujours payant et valorisant au bout de la ligne. Et je vais vous dire qu'il y a des gens très patients autour de moi présentement, Sophie, qui m'endure avec tous les questionnements que mon mentor m'apporte ces temps-ci, qui font du bien, mais qui en même temps nous apportent à aller plus loin. Merci. Moi, quand j'avais vu cette question-là, on avait une petite idée des questions qui nous seraient posées. J'avais comme pas trop envie d'y répondre. Mais là, je vais y répondre quand même. En fait, en disant un peu comme peut-être Josée, j'ai pas vraiment eu de mentor, j'ai pas vraiment eu d'idole. En fait, j'aurais aimé ça en avoir. J'ai cherché quelqu'un qui avait un peu le même type d'entreprise. J'ai cherché des gens pour m'aider. J'ai cherché des gens pour m'inspirer puis me dire, ah, cette personne-là, elle a réussi à faire l'hypothérapie. Et malheureusement, ben, j'étais une pionnière, j'étais celle qui défrichait, donc j'en ai pas eu. Puis ça m'a manqué. Par contre, dans mon parcours, j'ai réussi à rencontrer certaines personnes, un expert pour construire une écurie adaptée, chauffée, qui n'existait pas non vraiment là, dans la région, mais même au Québec. Un comptable qui a fini par dire « Ouais, OK, c'est pas trop rentable ton affaire, mais OK, je vais t'aider quand même. » Plein de personnes comme ça qui m'ont accompagnée et qui, au final, qui m'ont aidé à me rendre où je suis maintenant. Il y a une personne qui m'a beaucoup inspirée puis qui a cru en moi, c'est ma directrice de maîtrise. J'essayais en fait de rentrer à la maîtrise à la faculté de médecine à l'Université de Montréal, puis tout le monde disait ouais, elle et ses chevaux, là, c'est un peu trop particulier ce que je faisais, mais elle y a cru, elle m'a fait rentrer au département d'administration de la santé, puis finalement j'étais la bébite là, un peu là, qui faisait sa maîtrise, mais elle a cru en moi, puis c'est grâce à ça qu'il y a beaucoup de choses qui se sont développées. Et actuellement, je pourrais dire que j'ai encore pas de mentor, mais j'ai une associée formidable qui est toujours là au quotidien, puis avec qui on échange, puis on se challenge, puis on a chacun des forces qui sont différentes. Et donc, de elle, j'apprends beaucoup. Et dans la dernière année, on a eu des gros enjeux, en fait, au niveau de l'entreprise, tant au niveau du recrutement que de la gestion des ressources humaines. Et on a trouvé une aide extérieure qui a dit, bien, je connais pas trop ça, votre type d'entreprise, c'est assez particulier, mais je vais quand même me pencher là-dessus puis vous aider. Puis là, bien, on sent qu'on a un nouveau souffle puis qu'on va aller encore plus loin. Donc, voilà. Moi, ben, quand j'ai vu la question, il y a deux personnes qui me viennent en tête, puis je ris, j'en ai un dans la salle ici, donc c'est mon père. Un peu comme Annie, hein, quand on prend la relève d'une entreprise familiale, il y a des défis qui viennent avec ça. Puis, mon père a toujours été très bienveillant à mon égard. Puis, quand dans une entreprise familiale, tu as le chapeau du père, tu as le chapeau du boss, tu as le chapeau de celui qui veut que tu fasses ça, mais que finalement, toi, tu as d'autres idées, puis ça. Puis je pense qu'il a été très patient. Puis là, il ne me regarde pas, puis je trouve ça drôle, parce que tu dois t'en reconnaître là-dedans. Puis il a toujours été patient, puis il a toujours été très... il a toujours apporté ses commentaires avec beaucoup d'amour. Plus jeune, puis il s'en rappelle assurément, j'étais un peu inflexible, très plus rigide. Peu d'ouverture. Puis avec le temps, on lâche prise, puis on apprend à faire les choses différemment, mais il a toujours su me guider puis me dire, de m'apporter des changements qui faisaient de moi une meilleure personne. Fait qu'un mentor, pour moi, c'est quelqu'un qu'on va prendre soin l'un de l'autre, qu'on va s'accorder du temps, puis qu'on va grandir, puis on va être fiers de pouvoir voir évoluer. Et à l'inverse, j'espère avoir été en mesure d'influencer mon père dans son transfert d'entreprise parce que pour être un fondateur, quelqu'un qui a fondé son entreprise, c'est difficile de lâcher éventuellement le morceau. Ça prend beaucoup de confiance, de respect, de communication. Puis je m'étais fait le défi, moi, de pouvoir l'accompagner aussi là-dedans parce que c'est un défi en soi. Donc, je pense que ça a été réussi. Puis, encore aujourd'hui, on a toujours des choses à apprendre. On a toujours des bonnes discussions sur le futur, sur l'entreprise. Puis, c'est précieux pour moi. L'autre mentor que j'ai connu dans mon passage, c'est Marc Dutil à Vaudreuil pendant une conférence. Marc, c'est un gars de la Beauce, qui a quand même une grande compagnie au Québec, québécoise. Et Marc, il est très, 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 très fier de sa région. Et quand il parle de ses racines de la Beauce, on sent la profondeur. Il parle beaucoup de la famille. C'était des valeurs qui me rejoignaient. Parce qu'à Saint-Hyacinthe, on a une belle région, on est tatoué mascoutin, fiers de contribuer au développement économique de la région et tout ça. Donc,
Marc, j'étais comme une personne dans la salle qui ne connaissait pas, puis je me suis présentée à lui. Et puis depuis ce temps-là, maintenant, ça doit faire peut-être 5-6 ans, annuellement, on a toujours des échanges. Il arrête à Saint-Hyacinthe, on se parle, puis pourtant, j'ai rien de temps à y apporter, mais sa bienveillance envers moi dans les discussions que je peux avoir d'une entreprise familiale, d'une entreprise québécoise, comment on vit la croissance, comment on vit à être parent en même temps que diriger une entreprise, bien, ça a été une personne qui a su influencer, je pense, mes comportements et mes actions pour prendre soin de ma famille, puis prendre soin de ma famille, qui est l'entreprise familiale. Bien, moi, j'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui m'ont bien entourée. C'est sûr que j'ai un papa en or, j'ai eu un oncle là-dedans qui m'a beaucoup aidée. Je viens d'une famille quand même qui a beaucoup de types d'entreprises très différents. Fait que j'ai toujours eu ça un peu en moi. Mais vu c'est pour la journée de la femme, je pense, aujourd'hui, fait que j'aimerais ça. J'ai 2 femmes qui me viennent en tête quand que je me vois aujourd'hui, la femme que je suis devenue, c'est grâce un peu à ces 2 femmes-là. Ma mère, en premier lieu. Ma maman, elle, c'était une femme qui était très, très travaillante. Puis elle m'a toujours... elle m'a élevée de la façon que je suis aujourd'hui, puis avec vraiment le souci du beau travail, perfectionniste et jamais compter ses heures, puis de tout faire pour réussir. Ça, c'est ma maman. Puis une autre personne un peu... c'est ma tante qui m'a élevée un peu dans... Bien, pas élevée, mais j'ai vécu une partie de mon adolescence avec elle. C'était une femme... je dis c'était parce qu'elle est décédée il y a 2 ans. C'était une femme à 49 ans, fait qu'elle est décédée quand même jeune, mais c'était une femme qui était toujours... Elle a commencé chez Cousin Cousine, elle aussi, à 17 ans. Elle n'a pas fait ça de sa vie, par exemple, mais c'était une femme qui était toujours souriante, avec... tout le monde l'aimait. C'était une image de femme vraiment... c'est ça, joyeuse. Et fait que, aujourd'hui, je pense que je suis une partie d'elle aussi. Je me vois beaucoup dans cette femme-là. Puis juste pour autant, pas juste pour le travail, là, pour la personne qu'on est. Puis je pense que c'est ça, c'est important d'avoir des fois des modèles comme ça dans la vie. Comme vous le voyez sur des écrans, il y a de multiples questions qui nous arrivent de la salle. Celle-là, c'en est une qui a été posée par vous, puis je vais la poser à, tiens, pourquoi pas, à José. José Carrier. Quel a été le plus grand défi qui a jusqu'à présent marqué ta carrière? Le plus grand défi se vit au quotidien. En fait, je vous dirais, c'est les modes alimentaires. Donc, c'est vraiment un gros défi de se renouveler toujours. On a une ville d'environ 60 000 habitants, ce qui n'est pas nécessairement beaucoup. Donc, les clients sont toujours les mêmes. On est chanceux, on a vraiment une belle clientèle fidèle, mais il faut sans cesse les surprendre. Il faut arriver avec des nouveaux trucs. On a à vivre la réalité du sans gluten, du vegan, du végétarien. Il y a vraiment plusieurs réalités. Et là, on a un nouveau virus là, qui vient d'arriver. Là. Il y a déjà des gens qui ont peur dans l'alimentaire là, avec ce nouveau virus-là. Donc, je vous dirais que le plus grand défi, c'est de rester à jour, toujours à jour dans nos menus, dans notre service, être à l'écoute des gens, mais le défi est vraiment au quotidien. C'est tous les jours. Parfois, j'aime ça dire quand je me lève le matin, bon, ben, je m'en vais me battre. Mais c'est un peu ça. Donc, le défi, c'est d'offrir un bon service toujours, mais d'offrir la variété, puis de suivre les tendances quotidiennes. Stéphanie Blanchette, une question aussi qui vient de la salle. Quelle est ta vision de la conciliation travail-famille? Écoutez, c'est sûr que ma vision, je pense que tout est possible. Quand tu veux quelque chose dans la vie, tu peux tout faire. Je l'ai vécu. J'ai eu 3 enfants en bas de 24 ans avec un commerce là-dedans, un bébé d'1 jour sur le comptoir du magasin. Fait que je pense que tout est possible. Des fois, je me demande comment j'ai fait, mais c'est ça. Je pense que de montrer aussi à tes enfants, c'est des fois, les gens disent, ben là, t'es pas là le samedi, t'es pas là le dimanche, t'es pas là les soirs. Ou, je pense que mes enfants sont quand même heureux. Puis c'est ça qui est important. Je pense que des fois, on voit plus la quantité et non la qualité. Je leur explique un peu, ils comprennent. Là, ils sont rendus grands. Là, mon plus vieux va avoir 18 ans bientôt. J'en ai un de 15 ans, puis un autre de 11 ans. Fait que je pense que
c'est ça, ils ont jamais... Des fois, oui, ça me faisait de la peine quand ils disaient « Ah ben là, maman, t'es pas là, tu travailles toujours. » Mais aujourd'hui, je vois qu'ils grandissent bien là-dedans, puis de voir mes enfants qui sont des bons petits garçons, puis heureux. Je pense que n'importe qui est capable de faire ça, mais c'est sûr que d'être bien entouré, j'avais une belle-mère, mes parents, tout le monde était là pour nous aider là-dedans quand ils étaient des jeunes enfants. Puis aussi le conjoint, là, c'est sûr qu'il a aidé beaucoup. Fait que c'est très faisable, tout est possible. On va laisser les micros se promener. Encore une question pour chacune d'entre vous. Dans vos carrières respectives, quel est l'élément dont vous êtes la plus fière, votre plus grande réussite professionnelle? C'est laquelle? Bien, moi, je dirais c'est de perpétuer l'entreprise familiale. C'est un défi de tous les jours, tu sais. Ça a parti de rien. Pour ceux qui habitent Saint-Hyacinthe, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était Automobile FM qui était sur la rue Brunette. Puis nous, on s'amuse à dire, parce qu'il y a une section, sachez-le, à droite complètement. Jadis, c'était un poulailler. Donc, on a encore ce bâtiment-là, puis tu sais, encore, il y a une section qu'on dit, tu sais, dans le poulailler, là. Mais bon, tu sais, ça avait vraiment parti tout petit, qui avait 4-5 employés. Maintenant, on a 40, on a une carrosserie indépendante, tout ça. Donc, mais il faut tenir ça à flot, puis il faut l'emmener encore plus haut avec tous les défis qu'on a. On en parlait tantôt, l'emploi, c'est pas facile d'avoir des gens qualifiés. Il y a comme une nouvelle affaire, je pense que tout le monde connaît. Tu sais, ils ont parlé dernièrement, les ghosts, là. Tu sais, du monde qu'on engage puis qui n'arrive jamais chez nous, finalement. C'est comme une nouvelle mode, là. Non, mais... tu sais, il y a plein de fléaux, des nouvelles affaires qu'on connaissait pas. Tu sais, il y a 10-15 ans, ça arrivait pas, ça. Tu sais, t'engages du monde, puis tu dis, tu rentres lundi, puis poup, non, pas de nouvelles, ni vu ni connu. Fait que c'est ça, c'est des défis quotidiens dans tout, puis je suis sûre que tout le monde le vit un peu, là, à tous les niveaux, mais c'est ça. On faut pas lâcher, mais c'est vraiment, je pense que c'est ça, c'est notre fierté d'avoir continué d'être là. Tu sais, ils disent toujours deuxième génération, là, des fois ça passe pas à deuxième génération, tu sais. Mais je pense qu'on continue, puis tu sais, l'entreprise doit avoir 45 ans, là, fait qu'on est bien fiers de ça. Pour renchérir sur Annie, c'est vrai, c'est un défi parce que tu as toujours peur de dire « Ah oui, mais dans le temps de ton père, c'était comme ça, puis c'était mieux, puis c'était ci, puis c'était ça. » Puis, tu sais, je pense que la fierté de pouvoir être la deuxième génération, Robert, il dit souvent, tu sais, moi, à l'époque, je dirigeais mon entreprise. Tu sais, la famille, l'entreprise, la famille, c'était pour faire nourrir ma famille. Aujourd'hui, on est au service de l'entreprise, puis ça l'amène tout un autre thinking. Quand on disait de bien s'entourer, c'est dans un esprit collaboratif. Les gens sont autour d'une table, on prend une décision commune pour le bien de l'organisation. Fait qu'on est en mode collaboration plutôt qu'en mode direction. Fait que ça, de pouvoir poursuivre la pérennité de l'entreprise familiale. Puis c'est quoi la suite à ça? On a 4 petits-enfants dans l'entreprise, puis il n'y a pas un des 4 petits-enfants qui, le jour où moi je vais prendre ma retraite, qui va être prête, c'est sûr. Donc, il faut le planifier, il faut voir qui sera le prochain président, qui ne sera pas un membre de la famille, on l'intègre comment, est-ce qu'il va avoir le souci de pérennité de l'entreprise pour accompagner un des petits-enfants si le petit-enfant est intéressé. Fait que, c'est toutes des réflexions, puis on a le devoir de le faire parce qu'on doit protéger tous les gens qui travaillent pour l'entreprise. C'est une grande famille, c'est cette responsabilité-là à tous les jours qu'on a, puis c'est précieux, ça. Donc, pour moi, la plus grande fierté, c'est la confiance que mes parents m'ont donnée pour gérer cette entreprise-là. Puis j'espère relever le défi avec brio pour les 20 prochaines années, puis de voir qui prendra le relais, puis d'assurer cette future transition-là pour la 3e génération de l'entreprise. Moi, ma plus grande fierté, je dirais que c'est d'avoir une incroyable équipe de presque 40 personnes qui offrent des services aux familles de la région de façon très professionnelle et rigoureuse. On a une équipe qui a à cœur de maintenir sa formation continue puis qui a développé une expertise que plusieurs autres milieux comme le nôtre n'ont pas. Donc ça, je suis extrêmement fière d'être à la tête d'une entreprise comme ça. Et le fait que mon équipe assure des services aussi exceptionnels, moi, ça m'a permis de développer aussi, parce que moi, je suis une rêveuse, je suis une créatrice, j'ai besoin de développer des projets puis de les créer, j'ai réussi à développer puis à développer un programme d'intervention que j'ai réussi à exporter en Europe. Donc, ça, c'est grâce à mon équipe qui a assuré le quotidien pour me permettre de faire ça. Donc, j'en suis très fière.
Moi, j'avais vu cette question-là dans la liste des questions potentielles qui pourraient nous être posées. Puis, spontanément, je me suis dit, je pourrais parler, je vous en ai glissé un mot tout à l'heure, de l'amélioration du taux de décrochage. Je pourrais vous parler de la croissance de la commission scolaire en termes de clientèle, en termes d'investissement. Je vous en ai glissé un mot. Je pourrais vous parler de l'acquisition du Collège Antoine-Giroir, qui a été une grande fierté pour la commission scolaire de pouvoir réutiliser cette bâtisse-là qui était destinée à l'enseignement. Mais quand j'ai réfléchi plus profondément, je pense que ma plus grande fierté, c'est l'équilibre. Je pense réussir encore aujourd'hui et depuis le début de ma carrière en tout cas, à m'obliger à garder un équilibre. Pour moi, une chaise, ça a 4 pattes. Alors, l'équilibre entre ma vie familiale, ma vie amoureuse, ma vie sociale et ma vie professionnelle, ça, c'est précieux. Et toute ma vie, je me ferai une fierté de me rappeler à quel point c'est important et à quel point je dois préserver ça. Moi, je pense que c'est sûr que la boutique Cousin Cousine vend des vêtements pour enfants. Fait que c'est sûr qu'on se dit, elle vend des vêtements, elle vend de la guenille qu'on appelle. Là. Mais ceux qui sont déjà venus ou ceux que ma plus grande fierté, c'est vraiment le service à la clientèle, qu'on connaisse le nom des enfants par cœur, qu'on sache l'âge qu'ils vont habiller, qu'on demande des nouvelles de sa mère. De génération en génération, ils viennent magasiner chez nous. Pour moi, c'est une grande fierté. Je revois des clients que j'ai servis il y a 20 ans, maintenant sont grand-maman. Je pense que c'est vraiment notre service personnalisé. Puis ce que j'essaye de faire en étant la personne que je suis, c'est que les gens aiment et veulent encourager local, veulent encore venir dans nos boutiques puis nous dire bonjour puis nous jaser pendant une demi-heure. Puis même si ils achètent ou ils n'achètent pas, c'est pas ça. C'est vraiment l'expérience magasinage qui est différent de partout. Puis c'est ce que la plus grande fierté de Cousin Cousine qui est depuis 50 ans, c'est ça. Puis c'est ce qu'on veut garder. Là. Fait que c'est ma plus grande fierté. Ce midi, on était excessivement fiers d'avoir réuni plus de 125 personnes à ce dîner-conférence. En fait, ça a été une super belle expérience, ça a été très inspirant. C'est rare qu'on ait la chance de se regrouper, les femmes d'affaires, puis d'entendre le parcours des autres. Donc, c'est toujours motivant de voir ce que nos collègues ou consoeurs peuvent accomplir. Donc, ça nous donne un petit boost pour la suite. L'expérience vécue aujourd'hui est une expérience vraiment géniale. Je trouve que ça nous donne beaucoup de confiance en nous, de voir que les jeunes entrepreneurs ont envie de connaître la réalité d'entrepreneurs qui ont un petit peu plus d'expérience. J'ai trouvé ça super intéressant d'entendre plein de femmes de différents milieux, différentes industries en l'honneur de la Journée de la femme. Je trouvais que c'était fort intéressant. Puis plusieurs femmes sur le panel, je ne connaissais pas. Puis étrangement, on a des parcours similaires. Donc c'est encore 2 fois plus inspirant d'entendre, de les écouter, puis de partager certains vécus du passé. En fait, ce genre d'activité-là, c'est super gagnant pour nous parce que ça nous permet de créer des liens, de connaître les entrepreneurs de la région, les gens avec qui on peut faire affaire aussi, puis échanger, aller chercher des services. Donc, c'est toujours très gagnant, ce genre d'activité. Mon implication en tant que femme d'affaires se résume pas seulement à mon entreprise. Je suis présidente de la SDC du centre-ville de Saint-Hyacinthe depuis maintenant 3 ans, mais sur le conseil d'administration depuis 8 ans. Je crois que c'est important de redonner. La Chambre de commerce, on est très, très fiers du dîner qu'il y a eu aujourd'hui. Alors, c'était seulement la 2e fois qu'il y avait un panel de femmes. Alors, le comité femmes d'affaires Mascoutaine, le comité de la relève en affaires, le comité aussi du développement de la richesse humaine tiennent des panels et pour l'occasion, c'était la Journée de la femme. Alors, on était bien, bien fiers de créer une tradition